Moi, je regarde toujours les événements aussi dans cette perspective longitudinale du devenir de l'espèce, hein. Aussi. Euh, et en l'occurrence, comme tu le dis, le désastre a eu d'immenses avantages, notamment celui de mettre le roi à nu, comme on dit selon l'expression consacrée. Oui. C'est-à-dire que tous ces gens qui prétendaient, et c'est notamment un des bons côtés qu'il est triste de devoir en arriver là, mais du génocide à Gaza, c'est que cette, euh, cette prétention d'incarner le camp du bien et de représenter le droit international de l'Occident, qui est de toute manière une foutaise depuis toujours, n'est plus crédible aucunement, ni à travers le monde, ni en Occident. Donc les gens subissent parce qu'on ne peut pas faire autrement. Tous les contre-pouvoirs ont été désactivés, on n'a pas de moyens d'action réels, mais ceux qui sont en place ne font plus aucunement illusion. Euh, Très bonne conséquence de l'injection génique expérimentale et du forcing totalement scandaleux par lequel on l'a imposé, c'est que jamais le scepticisme vaccinal n'a été aussi fort qu'aujourd'hui. Ouais, ça s'est mesuré. Oui, Comment tu c'est sais ça? mesuré, Ouais. absolument. Il y a une défiance aujourd'hui, mais on comprend, en France, ils inoculent de 11 injections à un bébé avant même que son système immunitaire ait eu le temps de prendre ses marques. Ouais. Donc tu vois, c'est de toute manière monstrueux en Tout à fait. soi. Puis là où moi je vois qu'il y a une hypocrisie, c'est que si tous les pays du monde ils se mettaient d'accord pour que ça soit le truc, mais moi je vais en Afrique du Sud, et puis je devais faire un rappel en Suisse pour la petite anecdote pour mes enfants pour un des vaccins. Et puis en fait, si tu veux, en Suisse, ils les cumulent. Donc il y a quelques années, j'avais trouvé le vaccin, je crois que c'était pour. Est-ce que c'était tétanos? Ouais, je crois que c'était pour le tétanos. Et puis, 2 ans plus tard, tu ne trouvais plus de vaccin que de tétanos. Oui, C'était diphtérie tétanos. tout à fait. Et puis, aujourd'hui, tu trouves plus diphtérie tétanos, c'est dit tes pères, donc c'est encore perru, tu rajoutes le Oui, truc. Et en Suisse, tu le trouves plus. oui. Et comme je partais donc en Afrique du Sud parce que j'ai de la famille là-bas, eh bien là-bas, j'ai appelé. Et puis, oui, en fait, tu trouves les vaccins un par un. Puis moi, je préfère les faire un par un parce que les mélanges, pour moi, c'est pas très clair. Enfin, bref. Je vois qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur. Enfin, ça, c'est trop complexe, quoi. Enfin, bref. Puis j'arrive là-bas, puis je montre le carnet vaccinal, puis elle dit ah non, non, mais pas du tout, il s'est fait vacciner il y a tant d'années, là, il est bon pour tant d'années. Puis je dis mais chez moi, ils disent pas du tout ça. La Ouais, pédiatre, elle force justement ouais, pour qu'on ouais. fasse un troisième rappel, etc., etc. Puis elle dit non, mais non, mais attendez, moi, je suis quand même, j'ai fait tant d'années dans le truc, je sais mieux que la machin. Donc en fait, il n'y a personne qui est d'accord. Donc si les pays entre eux sont déjà même pas d'accord, Et oui, effectivement, je peux comprendre qu'il y ait après des questionnements bien derrière, comme sûr. ça. Et heureusement, c'est ça. Je trouve bien que ce soit ça, que chaque pays dise, bah nous on fait comme ça parce que nous on a décidé on s'appuyait là-dessus, là-dessus. Là on a un dialogue, pas de dire ah ben c'est nous qui avons raison. Là t'as pas de dialogue, tu vois. Et ça sera encore mieux le jour où il y aura une vraie science des vaccins solide, honnête, intègre, qui sera mise sur la table pour nous permettre de savoir, vaccin par vaccin, quelle est la réalité des avantages et des inconvénients, des risques. Et pour l'instant, cette science n'existe pas. Ça, c'est aussi le. Alors, je suis très critique aussi du régime Trump pour les mêmes raisons que toi et d'autres, mais et de Robert Kennedy d'ailleurs, dont l'action est mi-figue mi-raisin, mais toujours est-il que sa détermination à faire des études contre placebo pour tous les vaccins qui n'ont jamais été faits, de sorte à pouvoir vraiment savoir ce qu'il en est, mais ça devrait être le b.a.-ba. Donc là Ouais. encore, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on ait pu court-circuiter ça en donnant au passage une impunité totale au laboratoire quant aux conséquences des vaccins, même s'ils sont mis sur le marché par des études frauduleuses. Donc là, au moins, on est en train de tout remettre à plat. Et puis, comme tu dis, là, on pourra en discuter intelligemment, c'est-à-dire pas dans une position religieuse. Tous les vaccins sont bons par définition, et toute contestation des vaccins est mauvaise par définition, mais qu'est-ce qu'il en est vraiment? Et donc, oui, oui, tout à fait. Et je trouve qu'on voit ça à de multiples égards. Pour moi, les universités ne s'en remettront pas. C'était déjà essentiellement des endroits de contrôle du savoir, plus que de production du savoir, mais enfin, il y avait encore un certain prestige et des choses qui tenaient la route. Là, c'est fini, c'est disqualifié. Et puis aussi en resituant ce que nous évoquons dans une perspective que les usages changent. Tu vois, Maffezoli le disait bien aussi, il a été professeur en Sorbonne pendant presque 40 ans,
Et puis forcément, c'était une époque où quand tu étais en chaire, tu avais une connaissance, tu t'étais formé avec des maîtres, tu avais accès à un ensemble de références auxquelles les autres n'avaient pas accès, et donc tu transmettais savoir. Et c'était très noble, c'était très important. Aujourd'hui, tout le monde peut avoir accès à tout. Toute la connaissance est accessible. Et ça, je trouve extraordinaire. Donc, par exemple, oui, les médias mainstream font des blocages, les politiciens cautionnent des horreurs, mais en attendant, si tu vas écouter des gens parler sur la situation en Palestine, tu trouves une kyrielle d'intellectuels juifs israéliens de top niveau qui te déconstruisent toute la Ah, propagande Wittgenstein, sioniste. Papet, Absolument, Thomas absolument, tout à fait. etc., Schlaim et d'autres, Exact. c'est des gens mais brillantissimes. Et ça circule, ça circule. Alors qu'est-ce que tu veux arrêter ça avec des... Et puis d'ailleurs, on prend cet exemple, la presse mainstream, mais plus personne ne les lit. Moi, Le Temps, ID News et 24 heures, mais me font rigoler. La RTS aussi, c'est fini, c'est La rue. Chopin, quoi. Voilà, c'est les mammouths en voie d'extinction qui sont à moitié morts dans la toundra en Sibérie, puis qui s'imaginent encore être au sommet du game, mais c'est fini. Et puis tant mieux, parce qu'ils sont devenus tellement toxiques, mauvais et mauvais pour la collectivité, que c'est une très bonne nouvelle que ça termine. Plein de médias indépendants ont le vent en poupe, mais surtout, il y a un affranchissement de toutes ces limites qui pouvaient nous imposer quand ils pouvaient encore avoir le monopole de l'information ou des leviers. Et ça, et on voit jusqu'où ça va. Tu sais, en France, maintenant, ils veulent, par exemple, interdire aux gens d'avoir des poulaillers chez eux. De plus, si tu as plus de 15 mètres carrés, tu dois avoir des autorisations de l'État pour ceci, cela. La récupération de l'eau de pluie, ça pose problème. Tu dois avoir des autorisations. Donc, tu vois, tu sens que dans leur délire paranoïaque, ils veulent nous garder dans un filet, mais comme toi, je pense que de toute manière, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont sur un navire en train de couler et que le vrai monde est déjà en train de naître. La question concrètement, c'est est-ce qu'une révolution n'est pas envisageable et elle ne serait pas une bonne chose parce que les révolutions conduisent toujours sur pire que ce qu'il y avait avant, pire que ce qu'il y a maintenant. Il faut vraiment avoir une bonne imagination pour l'envisager. Mais le processus sera plutôt celui d'une sécession. Les gens qui arrêtent de jouer le jeu. Ouais, Arrêtent de jouer le jeu. tout à fait. Comme ça se passe avec les médias mainstream, etc. Oui. Et à un moment donné, ça devient simplement intenable. Et j'ai bien aimé que tu mentionnes l'intelligence collective, parce que ça, c'est un de mes grands dadas. Moi Et aussi, tu vois, c'est mon métier même. toute la société moderne était aussi basée sur cette hiérarchie de l'expertise et du pouvoir. Ouais. Et d'une manière qui a conduit à totalement nier la diversité des intelligences. Et cette crise Covid, elle a été géniale. T'as des concierges, des jardiniers, des bouchers, des épiciers, des chauffeurs de taxi qui ont compris beaucoup mieux que Antoine Flau, Didier Pittet ou Alain Berset ce qui est en train de se passer. Donc, c'est-à-dire que le mec qui arrive avec ses diplômes, alors ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas des compétences et des choses valables à certains endroits, mais que cet argument d'autorité, parce que je suis arrosé par Bill Gates et que je fous la merde dans le système de santé, vous devez m'écouter en vous taisant. Aujourd'hui, c'est comme ça, parce qu'on a eu la démonstration du fait que si on ne met pas à contribution les intelligences des uns et des autres, et peut-être que ces gens qui sont moins qualifiés et éduqués ont accès à de la créativité, de l'intelligence intuitive, de l'intelligence relationnelle, une autre manière de voir les choses. Donc au fond, mon espérance, moi qui suis un vieil anarchiste, c'est que ça nous plonge dans un système où nous nous verrons les uns les autres à hauteur Dieu. C'est l'expression allemande Augenhöhe. Joli. Tu peux me parler, Alain Berset. Il n'y a pas de problème. Tu es un être humain comme moi. Tu peux me parler, mais surtout pas en me prenant de haut. Mais moi, je ne te prendrai pas de haut non plus. Et là, on peut essayer de mettre ensemble ce qu'on a compris les uns et les autres. Et on a tellement manqué du bon sens populaire, des qualités de cœur, de la bienveillance, de la bonté, de la naïveté, de la générosité, de la solidarité qui vivent réellement dans les communautés. Je pense que le jour où on pourra réinviter tout ça dans une réelle recherche d'intelligence collective, et je cite souvent cette étude parce qu'elle est tellement intéressante, enfin, c'est un bouquet d'études qui montre par exemple qu'en milieu professionnel, les équipes au sein desquelles chacun a la liberté d'être lui-même et d'être pleinement écouté dans ce qu'il a apporté, ont des processus décisionnels qui débouchent systématiquement sur des décisions bien meilleures
que dans des contextes où les gens sont obligés de faire attention à ce qu'ils disent et où c'est un type mis plus un hiérarchique qui va prendre la décision au final. On a des bouquets d'études qui Clairement. montrent ça. Donc cette intelligence collective, elle est pour l'instant en jachère, elle n'est pas encore active dans nos sociétés, mais le jour où on lâchera la bride à ça, mais ça prend aussi que tous les chefs, les sous-chefs, les sous-sous-chefs se déprennent de ces espèces de postures Ouais. autoritaires, mais qui souvent masquent un complexe d'infériorité, des blessures de reconnaissance. Donc, du coup, ils ont besoin de jouer au chef haillon. Mais on n'a plus besoin de ça, ça fout trop la merde. Et puis surtout, on peut vivre beaucoup mieux. Et même ces gens-là auront plein de choses super à apporter. Merci, tu prêches à un convaincu, puisque moi je suis formateur en gouvernance partagée. Ça veut certainement rien dire pour beaucoup de gens, mais c'est ce métier que j'ai un peu créé, et puis qui essaye d'amener une forme d'intelligence collective. Et le danger, ce que je dis toujours au début, c'est ne jetons pas le bébé avec l'eau du bain. C'est bien de critiquer le vieux système, mais s'il existait, c'était aussi parce qu'il y avait des choses fonctionnelles. Et effectivement, tout est l'art de la pondération. Quelqu'un, effectivement, qui a 20 ans d'expérience de plus qu'un autre, il y a une pondération à avoir. Il a 20 ans d'expérience de plus qu'une autre. Oui, Mais si dans le même temps, cette personne-là, ça fait 20 ans qu'il est rémunéré par tel organisme qui aurait intérêt à que, il y a aussi une pondération à avoir avec cet élément-là, etc., etc. oui, oui. Donc, il ne s'agit plus de classifier les savants et les non-savants, mais de mettre beaucoup plus de critères pour se faire une idée d'où vient cette parole. Et là, aux États-Unis aussi, il y a eu une polémique un petit peu récemment, mais moi, c'est parce que je suis Joe Rogan, hein, on voit que le setup, il est un peu le même. Il m'a inspiré, non pas parce que moi aussi, je suis un jeune anard, moi, par contre. Mais parce qu'il a cette authenticité et cette curiosité Oui, de s'intéresser aux oui, choses. Et puis là, récemment, il y a eu le journaliste Murray, évidemment un sioniste de haut de gamme, qui a essayé de détruire un autre par cet argument de l'expertise, alors que lui-même n'en a aucune. Il disait, t'es déjà allé en Palestine? Ah, t'es pas un expert, donc du coup, tu peux pas parler. Et ça a fait énormément de bruit dans la presse américaine et mondiale. Et je pense que là, on met le doigt sur quelque chose de très intéressant. oui. Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas vécu quelque chose qu'on n'a pas le droit d'en avoir l'avis, aussi juste soit-il, mais de le partager, de le pondérer, de s'écouter, etc. À mon avis, là, il y a euh, un grand mystère à résoudre pour nous. C'est celui de réellement être conscient de ses propres biais, d'essayer de les mettre dans le visible et puis de reconnaître qu'on a certainement une partie de la vérité, mais jamais en entier, mais que c'est le cas pour tout le monde, comme tu disais Oui, tout à l'heure, de se mettre à hauteur de yeux en termes de valeur humaine. Une personne vaut pas mieux qu'une autre, elle est juste différente. Ça peut paraître un peu naïf de dire les choses comme ça, mais je suis assez convaincu que si on prend la chose par le bon bout, puis qu'on l'amène justement, on peut grandir beaucoup plus et arrêter de s'affronter tout le temps, oui, euh, plutôt que de faire ce qu'on fait aujourd'hui. oui, oui, oui. Il y a une autre perspective qui va tout à fait dans le sens de ce que tu indiques, qui est que une fois qu'on prend conscience du fait qu'on a cessé de nous mentir depuis des décennies et des décennies, ça devient très vertigineux parce qu'on ne sait pas où ça s'arrête. Est-ce qu'on est vraiment allé sur la Lune? Récemment, je vois des remises en question des théories virales et bactériennes. Peut-être que les virus n'existent pas, peut-être qu'ils ne rendent pas malades. Alors, c'est un côté très chouette parce qu'il faut ouvrir tous les débats. Ouais, Question à tout, aucun tabou. Puis d'un autre côté, ça veut dire aussi que le premier qui t'explique que Berset est un reptilien qui est allé sur la Lune, bah finalement, c'est mon avis à moi. Donc, il faut aussi que nous apprenions à avoir du recul sur notre opinion. Parce que l'opinion, c'est rien. Que tu sois de l'opinion de ceci ou de cela, si un fait est vrai ou n'est pas vrai, ton opinion ne change rien au réel. Et puis, ce besoin d'avoir une opinion sur tout, souvent, il vaut mieux être dans des questionnements ouverts que de se sentir obligé de dire moi, je vois les choses comme ci ou je vois les choses comme ça. Donc, c'est intéressant parce que c'est vrai que la compétence existe. Le partage que tu as fait me rappelle beaucoup ce que j'ai vu dans les groupes d'entraide, tu vois, comme les alcooliques anonymes ou les narcotiques anonymes, où l'idée, c'est tous des gens qui ont le même besoin, la même difficulté. Et puis évidemment que le fait d'avoir du temps d'abstinence veut dire quelque chose. Si tu bois plus depuis 3 ans ou 30 ans ou 3 jours, c'est pas la même chose. Mais en même temps, quelqu'un qui a 3 jours d'abstinence va peut-être dire quelque chose qu'une personne qui a 30 ans d'abstinence, qui souffre comme une bête ce jour-là,
va entendre et qui va lui faire un bien fou. Et c'est pas parce que la personne a 3 jours que sa parole n'est pas valable. Donc je pense qu'on est en train de grandir dans cette complexité Mhm. où non, toutes les hypothèses ne sont pas égales, toutes les spéculations ne sont pas forcément valides, on ne peut pas avoir un avis sur n'importe quel sujet. Et tu vois, sur les remises en question de la théorie virale, moi je ne suis pas par principe opposé à ça, mais je sais, c'est un vieux, alors le barème est un peu contestable, mais n'importe quel domaine prend au moins 10 000 heures de formation pour qu'on le maîtrise Ouais, j'ai raisonnablement bien. entendu ça et je trouve juste. Donc, Parler d'expertise après 10 000 oui, heures de travail. quand même. Alors après, on peut avoir fait 10 000 heures de travail dans quelque chose et être complètement con ou croire C'est aussi avoir possible. adhéré à des dogmes qui sont complètement faux. Donc c'est pas en soi un gage d'excellence. Mais quand je vois des gens dont c'est pas le métier, qui ont jamais foutu les pieds dans un laboratoire de virologie, qui ont jamais étudié le truc, puis qui décrètent que les virus n'existent pas parce qu'un tel ou un autre l'a dit, tu vois, j'ai envie de dire, voilà, poser des questions, c'est bien. Après, asséner des certitudes mais évidemment que nous éveillant d'une réalité où on nous a menti sur tout, ça devient très compliqué. Parce qu'après, que des gens dignes de confiance mentent ici ou là, ça peut arriver pour toutes sortes de raisons, puis quand on le découvre, on est un peu déçu, mais ça ne remet pas en question. Mais là, on ouvre les yeux sur le fait que toute l'histoire de l'Occident, depuis des siècles, mais en particulier ces dernières décennies, est totalement falsifiée. Mhm. Et on ne sait pas jusqu'où vont aller les choses une fois qu'on va les Non. tirer.